C'est parti, deuxième épisode de Patte Blanche avec mon camarade Basile. Après un premier épisode en studio, on se retrouve par webcam interposée pour faire le point sur ce qui s'est passé entre-temps. Basile, comment tu vas et dans quel mindset t'es aujourd'hui? Hello tout le monde, hello Paul. Très content de retrouver du coup la team et de te retrouver toi aujourd'hui. Mindset très positif. J'ai pu tourner juste avant de tourner, donc on va expliciter le premier tourné. J'ai pu m'entraîner un petit peu avec un pote au sol avant de venir enregistrer cet épisode. Donc ça me met du coup dans des dispositions énergétiques et intellectuelles très positives pour tourner ça avec toi aujourd'hui. Et toi Paul? Impeccable. Quel mindset today? Écoute, en forme. Je reviens d'un gros week-end de camp d'entraînement où j'ai pu encadrer un camp d'entraînement extrême de dépassement de soi qui est organisé par mon ami Yannick. On pourra peut-être en parler durant ce podcast. Et Carrément. j'ai enchaîné directement avec une grosse semaine de taf. Donc c'est cool, ça avance. Ok, nice. Qu'est-ce que tu retiens de ce premier épisode qu'on a fait, toi, avec le recul là? Écoute, j'ai eu vraiment une montagne de retours positifs. Mais vraiment un peu inattendu d'ailleurs. Pas toujours les retours que j'attendais. J'ai vraiment eu des mecs assez sérieux qui sont venus me voir, donc des black belts, des marrons, enfin des gradés, on va dire ça comme ça, qui m'ont dit, en vrai, nous, en théorie, ça devrait nous servir à rien, puisqu'on est des confirmés, mais on a kiffé la conversation, et il y a même un de mes gars, donc que je salue, Claude, qui m'a dit qu'il l'avait montré à son frère, qui lui a commencé il y a qu'un an et demi, alors que Claude, il est ceinture noire, c'est sûr, mais alors depuis, je suis incapable de te dire depuis quand. Et en fait, j'ai trouvé ça marrant parce que c'est exactement, je pense, l'objectif. C'est vraiment genre, si t'as un pote ceinture blanche ou quoi, ok, c'est que t'as un peu envie qu'il se sente moins seul ou qu'il soit un peu plus dans la réalité de sa condition et qu'il se rende compte que, ouais, on est un peu tous pareils, montre-lui. Et puis, on m'a surtout dit qu'on avait respecté notre deal de départ, Paul. C'est, encore une fois, on vous le redit, on n'est pas là pour vous apprendre le jiu-jitsu. On est là pour s'exprimer en dehors du tapis, nous, humbles ceintures blanches qui apprenons le jiu-jitsu. Et c'est bien passé, en tout cas, j'ai l'impression que c'est bien passé. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est encourageant. Qu'est-ce que toi, t'as eu comme retour ou t'as pu avoir comme information ou impression sur le premier épisode? De Patte Blanche, je précise, pas du podcast. Déjà, j'ai eu des très bons retours sur la forme, parce que c'est la première fois que, depuis la création du podcast Méditation, le goût du sol, j'enregistrais un podcast en studio. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, cool. Les gens ont kiffé le fait que c'est en studio. C'est propre et tout, c'est pro, bravo et tout ça. Donc super, c'était l'initiative de Basile de faire ça pour marquer le coup, donc c'est cool. Et ensuite, j'ai eu aussi beaucoup de retours super positifs, encourageants, voire touchants sur le fond. Et autant de la part de ceintures blanches, de gens qui débutent le JJB, que de gens qui en font depuis très longtemps. Donc super, merci pour vos retours, merci pour votre attention, pour vos écoutes, pour vos feedbacks aussi. On va essayer de continuer cette aventure avec le maximum d'authenticité, de naïveté dont on peut faire preuve parfois même. Mais on a eu des commentaires positifs et puis surtout, je pense que les gens ont compris, mais on est des mecs juste passionnés, détente, hyper enclins à découvrir des trucs, qui ont, je pense, assez de maturité dans la vie pour se rendre compte que ce serait stupide de se priver de réfléchir et de s'exprimer sur notre passion. Exprimez-vous le plus possible sur vos passions. C'est comme ça, en fait, que vous trouvez des petites épiphanies, des petites réalisations. Et d'ailleurs, je le dis carrément parce que c'est réel. Dans le dernier épisode, tu as mentionné un mec, je sais pas pourquoi, c'est passé complètement à travers mon cerveau pendant l'enregistrement, parce que tu connais, pendant l'enregistrement, tu guettes des sujets à venir. Et tu as mentionné Henry Atkins, donc Henry Atkins pour le dire à la française, qui est un black belt sous Rickson Gracie, mais qui a fait toutes ses ceintures sous Rickson Gracie apparemment, de ce que j'ai compris. Et ça m'a permis de retomber sur une vieille vidéo chez Bernardo Faria qui faisait. Il a littéralement changé mon jeu de montée. De défense de montée, pardon. Mon jeu de défense de montée. Ça a switché complètement un truc, tu vois. Donc merci pour ça. Allez voir Henry Atkins. Je sais pas s'il a un truc à lui-même, mais en tout cas, il est dans 200 vidéos sur YouTube. Et donc, c'est aussi à ça que ça sert, ce podcast-là, c'est à déverser un peu des références comme ça de ceinture blanche. Alors, lui, c'est pas une ceinture blanche, mais
pour le coup, c'est vraiment pratico-pratique actionnable. Le bon Henry Atkins. Ouais. Et en parlant d'épiphanie aussi, et de parler de JJB, de discuter du JJB, je te propose qu'on se lance sur une petite discussion qu'on a démarrée sur WhatsApp et qu'on peut peut-être prolonger dans ce podcast. C'est la question du sens du jiu-jitsu et des sports de combat. Est-ce que tu peux démarrer, lancer le truc. C'est hyper intéressant. Alors, il y en a qui vont sentir qu'on s'échappe un peu du concret, mais vous inquiétez pas, on y revient très vite. Et en fait, j'ai eu une espèce d'épiphanie. Donc, une épiphanie, pour les gens qui sont pas familiers avec ce terme-là, qui est un peu ancien, c'est une réalisation. C'est quand la lumière se fait sur quelque chose que vous saviez déjà ou que vous voyiez déjà, mais que vous n'aviez pas conscientisé de manière explicite. Et là, j'ai une épiphanie sur est-ce qu'il y a un but, déjà un sens au sport de combat qui n'existait pas avant sous un aspect sportif, mais qui existait sous un aspect réellement pugilistique, c'est-à-dire l'affrontement des hommes les plus forts pour distraire le peuple, pour aussi prouver la qualité des peuples athlétiques, entre guillemets. Ok, s'il y a un sens derrière, s'il y a une raison d'être, c'est pas vraiment du sens, c'est s'il y a une raison de continuer à travers les âges, le nôtre étant hyper évolué, très très peu favorable à la violence, très très peu favorable au dépassement et au risque physique, pourquoi ça existe toujours en fait? Pourquoi je pense que les sports de combat, et particulièrement le MMA et les ancêtres du MMA, parce qu'il a des ancêtres le MMA bien avant, existent pour révéler la volonté. Qu'est-ce que ça donne quand on a une sélection, d'une crème, d'un écrémage, d'un élitisme total jusqu'au bout de la chaîne? On arrive avec des athlètes qui finalement sont quasiment égaux d'un point de vue athlétique, même si tu vas me dire non, lui il a plutôt une allonge de scie, lui il a un... Oui d'accord, mais derrière ça veut dire quoi? C'est que c'est les mecs les plus préparés de la Terre, qui ont les meilleurs préparateurs sur toutes les disciplines spécialisées possibles pour affronter un autre combattant, dans les combats qui nous font le privilège de dépasser un certain nombre de rounds et de ne pas se jouer au chaos, mais de se jouer à la guerre, il ne va rester quasiment que la volonté. Les sports de combat sont un instrument de révélation et pas de mesure, de révélation des volontés. Est-ce que toi, tu me rejoins déjà sur ce propos un poil trop long, mais qui, je pense, méritait cet approfondissement? Et je suis curieux de savoir aussi ce qu'en ont pensé les gens de l'audience. Quand tu parles de volonté, est-ce que derrière, il ne s'agit pas tout simplement de la volonté de vivre et de survivre? Parce qu'en fait, les sports de combat, contrairement à d'autres sports, sont carrément des simulations de combat à mort. À mort. Ouais. Et c'est les seuls sports qui te confrontent directement à cette volonté de vivre et de survivre et qui te confrontent directement à des situations, des positions où théoriquement tu peux mourir directement quand tu es pris dans une soumission, etc. Donc ça fait forcément ressortir cette partie. Là, je suis pas assez calé en neurosciences, tu vois, ou en cerveau, mais cette partie de ton cerveau qui cherche à vivre, qui cherche à survivre. C'est les seuls sports qui te mettent dans ce genre de situation, en fait. C'est ça. Et tu me parlais avec raison de cette zone cérébrale, cette pièce du cerveau qui est apparemment le berceau, la chambre de la volonté de vivre dont David Goggins parlait avec Andrew Huberman. Est-ce que tu peux... on n'est pas des scientifiques au même titre qu'on n'est pas des black belts de jiu-jitsu, mais est-ce que tu peux nous redonner peut-être 2-3 indices pour ceux qui aimeraient creuser le sujet, parce que c'est assez passionnant. Donc c'est une zone du cerveau dont tu me parlais en réponse à cette épiphanie-là. Ouais. Dans ce podcast de Huberman avec David Goggins, qui est un podcast exceptionnel que j'ai écouté plusieurs fois déjà, à un moment donné, il parle d'une zone du cerveau qui s'appelle le mid-cingulate anterior cortex, donc je crois que c'est le cortex cingulo-antérieur en français, et qui serait la zone du cerveau responsable de la volonté. Et même, eux, ils parlent de will, de la volonté, de will to live, de la volonté de vivre. Ils disent que c'est une zone du cerveau qui grandit à chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Et qui s'atrophie à chaque fois que tu ne le fais pas. Donc, si tu te mets dans un bain froid, mais que tu as envie de le faire, ça bouge pas. Si tu te mets dans un bain froid alors que tu n'as pas envie de le faire, là, cette zone-là grossit, se renforce. Et même si on aime les sports de combat, on aime le jiu-jitsu, on aime combattre, on aime aller en compétition, on aime rentrer dans une cage, il
il y a peut-être toujours une partie de soi, et Georges Saint-Pierre en parle très bien, qui a peur, qui se dit non, mais qu'est-ce que je fais? Bien sûr. Et le fait d'y aller quand même, du coup, par amour pour le combat, par passion pour le sport, eh ben, peut-être permettrait aussi, de faire grandir cette zone-là du cerveau et cette volonté de vivre, quoi. Voilà pour cette petite écart philosophique. T'inspire autre chose, là, je vois tes yeux. Je veux bien juste qu'on revienne après sur la notion de sacrifice. Ouais. Juste pour poursuivre, en fait, c'est que je crois que la peur la plus ancrée et la plus profonde chez l'être humain, c'est la peur de mourir. C'est la peur de la mort. Et c'est la seule chose, puisque la mort, c'est la seule chose dont laquelle t'es sûr, en fait. C'est la seule certitude que t'as quand tu vis, c'est qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Tout le reste, t'as aucune certitude. Ok. Et a priori, la plupart des peurs que l'on a sont issues de cette peur-là. Tu vois, la peur de faire quelque chose de nouveau, c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui est inconnu? La mort. La peur du regard des autres, c'est la peur d'être rejeté. Quand t'es rejeté du groupe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu risques? La mort, etc. Donc tout est issu. Et quels sont les sports où tu te confrontes le plus directement à la possibilité de mourir? Ce sont les sports de combat. Donc, il te demande d'affronter cette peur qui est la plus profonde et la plus ancrée, et donc d'aller chercher en toi cette espèce de volonté de non, je vais tout faire pour vivre et pour survivre, même si c'est une simulation, il y a des règles, etc. Tu vois. Donc, je pense que ça nous confronte directement à cette peur qui est. Et pour les la philosophie peut être une réponse que les gens trouvent pour apaiser cette peur. La religion est aussi une réponse, la philosophie, la spiritualité, tout ça, c'est des réponses, des choses que les gens, utilisent pour donner un sens un petit peu à ce truc-là de l'existence qui est au final juste un chemin vers la mort, tu vois. Là où les combattants, alors c'est marrant ce que tu dis, ça me fait dire du coup, le combattant qui va dans la cage, est-ce que lui, il est pas en train plutôt de partir dans le camp de la roulette russe, tu vois, en mode, je sais comme tout le monde que je suis exposé à la mort, au coup près inévitable. Mais moi, je vais aller le provoquer un peu. Tu vois, c'est un peu comme je vais m'y confronter, qui font du skydive ou tu vois, enfin, t'as tous les mecs qui sont dans l'extrême un petit peu. Oui, aussi des sports extrêmes, c'est vrai. Cependant, là où je vois quelque chose de démentiellement plus noble, mais on n'est pas objectif tous les deux, puisqu'on appartient indirectement, sans être professionnel, sans être des experts, sans être qui que ce soit, à du sport de combat. Dans le combat, il y a toujours au moins 2 personnes, tu vois. Il y en a rarement plus, mais malheureusement, on commence à voir des choses exister qui sont différentes. Mais il y a un adversaire en face de toi et son métier, c'est de t'éteindre. C'est ça qu'il est en train d'appliquer. Ouais. Donc, ça dépend pas que de « oulala, j'espère que je vais pas prendre une avalanche pendant que je fais du hors-piste dans les Alpes ou je ne sais où ». C'est surtout, j'espère que je suis plus préparé et plus accompagné, entre guillemets, par les dieux de la cage que le mec en face de moi. Et j'espère surtout qu'en fait, je vais avoir plus de volonté de vivre que lui. Après, on va pas aller expliquer à un mec qui vient de se prendre un KO démentiel pleine tempe que ça vient de sa volonté de vivre. Tu vois, il y a évidemment pas de rapport là-dessus. Tu vois. Mais ouais, hyper intéressant en tout cas. Hyper intéressant. Pour revenir sur cette notion de sacrifice, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le sport et dans le sport de haut niveau, faire des sacrifices, des sacrifices. Moi, je suis plus d'accord avec cette notion et je trouve qu'on devrait remplacer le terme de sacrifice par effort. Parce que quelqu'un qui poursuit des ambitions de haut niveau, en fait, le vrai sacrifice serait plutôt de sacrifier cet objectif-là, cette quête-là, au profit d'une vie peut-être normale qui n'a pas vraiment de sens pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait ça le vrai sacrifice. Ça serait sacrifier ce qui l'inspire, ce qui l'anime, cette quête-là, peut-être dans ce sport, dans cet art martial, et qui lui demande de faire énormément d'efforts. Mais l'effort, il est choisi, tu vois. Je choisis de faire ces efforts-là. Le plus gros sacrifice pour moi serait sacrifier cette quête qui t'inspire, qui t'anime profondément au profit de quelque chose que qui n'est pas toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, je vois. De toute façon, tout le monde a un peu sa vision et je trouve ça... Pour moi, un sacrifice, il y a une notion d'échange. Il y a une notion de mettre quelque chose pour prendre quelque chose, ou prendre quelque chose, mais en échange devoir mettre quelque chose. Sinon, c'est pas un sacrifice, à mon sens. C'est quand je sacrifie, par exemple, du temps qualitatif avec les miens, avec mon sang, avec ma femme,
dans mon foyer, dans mon confort, une vie normale, un rythme normal, etc., pour aller apprendre à exercer certains métiers les plus difficiles et prenants et risqués du monde, je viens en fait me payer, m'octroyer un droit d'y arriver en échange de ce à quoi je renonce. Et ce à quoi je renonce, je regrette d'y renoncer. Si tu as envie de le faire, en fait, même si c'est dur ce que tu fais, ça va pas marcher. Bah, si j'ai pas mal à renoncer, c'est un troc, le sacrifice. Tu troques une capacité future, tu troques une mise dans une situation future, tu troques un palier, tu troques un état quasi inaccessible futur en échange de quelque chose à laquelle à peu près tout le monde a accès et qui fait du bien à tout le monde et qui est censé pour tout le monde et qui est considéré comme indispensable et vital comme tout le monde. Et toi, tu dis non, je peux faire sans, mais si ça te détruit pas de faire sans, c'est pas un sacrifice, frère. En fait, j'ai l'impression que on parle des deux versants de la même pièce. La sacrifice, c'est le versant de ce à quoi tu renonces. L'effort, c'est le versant de ce que tu donnes, ce que tu dépenses pour y arriver. Et en fait, tu vois, soit tu te concentres finalement sur le sacrifice et ce à quoi tu renonces, soit tu te concentres sur l'effort et donc ce que ça implique de devoir faire après pour atteindre tes objectifs et aller dans le sens de tes ambitions. Pour conclure, je pense que les deux ont la même fonction, t'empêcher d'abandonner au moment où tu vas le faire. Au moment où tu vas lâcher, ou la miette de faiblesse qui vivra toujours en toi, parce que personne n'a aucune miette de faiblesse, va monter, te dire, mec, là, ça y est, t'as fait une presta de ouf, t'auras pas à rougir si tu t'arrêtes maintenant, mais là, tu vas mourir, ou là, t'as trop mal ou quoi. À ce moment-là où tu sens que ta poigne commence à desserrer, peut se passer le générique de « Alors, juste avant que tu desserres, voilà tout ce que t'as dû rater pour arriver jusque-là. Voilà tout ce que tu as dû te mettre dans les dents. Voilà, tu vois, et là tu fais, ouais, ça fait quand même mal de desserrer maintenant alors que j'ai payé tout ça, tu vois. Ouais, effort et sacrifice, il nous faut les deux. Pour enchaîner, moi j'aimerais bien qu'on voyage un petit peu là, parce qu'on a tous les deux voyagé depuis le dernier épisode pour le Jiu-Jitsu, ou en tout cas, le Jiu-Jitsu nous a suivis dans nos voyages. Ouais, voilà, on a pris le Jiu-Jitsu avec nous. Comme on prend tous des rash guards et des kimonos maintenant dans nos valises, peu importe où on va, quoi, on connaît le truc. Ouais. Toi, Basile, t'es allé aux États-Unis, notamment à Las Vegas. Exact. Parle-nous un petit peu de ce voyage et du jiu-jitsu que t'as trouvé là-bas. On y va régulièrement, mais là, c'était une des premières fois où j'y retournais avec le jiu-jitsu dans mes valises. J'avais promis à mon maître, donc à Beto, d'essayer de pas m'arrêter de m'entraîner, pardon. Ça peut être compliqué si tu vas dans une ville un peu exotique, dans le fin fond de l'Antarctique, du Groenland ou je ne sais quel pays. Aux États-Unis et particulièrement à Las Vegas, c'est pas très compliqué de continuer à s'entraîner en jiu-jitsu si on l'a décidé. Moi, on m'a tout de suite recommandé. On m'a dit, écoute, à Las Vegas, il y a la présence de je sais pas si on appelle ça une franchise, mais en tout cas de la structure d'Eddie Bravo qui s'appelle Tense Planet, que vous voyez là, du coup, juste là. Tense qui commence à être quand même solidement plus que très connu dans le monde du grappling. On va expliquer pourquoi plus que dans le JJB, mais moi, vu le petit niveau éclaté que j'ai, j'y vais en m'attendant à tout, à savoir déjà qu'on me laisse pas rentrer, tu vois. Adorable, mais pas adorable commerciaux. Ça reste un business, il faut que les mecs vivent, il faut que les mecs puissent payer leurs profs, tu vois, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas ce côté-là de je suis gentil avec toi parce que c'est nécessaire d'un point de vue commercial. J'ai eu la chance de tomber premier jour sur l'un des instructeurs principaux qui s'appelle Dustin Haraway, que je vous invite à suivre sur Instagram parce que c'est un sacré loustic. Alors, Tense Planet, c'est du 100% nogi. Il n'y a pas de kimono. Il y a l'aspect JJB, il y a l'aspect martial, mais il y a l'aspect très freestyle, très créatif, très on s'en bat un peu les couilles des règles. Alors, c'est pas on s'en fout des règles du tout. Voilà, d'ailleurs, c'est tout ce qu'on a pu reprocher à Eddie Bravo quand il a fondé Tense Planet et qu'il a appliqué le no-gi. Tout le monde a pris ça comme un manque de respect envers le jiu-jitsu fondamental. Il faut juste rappeler que Eddie Bravo, déjà, c'est un black belt Jean-Jacques Machado, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est proche des fondateurs de cet art-là et il a vaincu un des Gracie deux fois, si je dis pas de bêtises, dans des championnats officiels. Donc, c'est quelqu'un qui est au paroxysme, au summum de l'expertise et de la légitimité. Donc, Tense Planet, j'y vais la première fois. Le niveau, si tu veux aller le chercher, il est très dangereux, pour le coup. Je fais mes premiers cours. On fait hyper attention à ce que je fais.
pour une raison aussi qui est simple, c'est que c'est la première fois de ma vie que je prends un cours de jiu-jitsu où on est parfois 5. Moi, je viens plutôt d'une école où on est plutôt 50, tu vois, et je pense que tu connais le... Mais bon, c'est pas une question de qualité, de pas qualité, c'est une question d'infrastructure, de demande d'offres et aussi d'emplacement géographique. La vraie révélation à Tennis Planet, c'est quand je fais ma première semaine et à la fin de la semaine, je fais mon premier open mat. La veille, je venais de découvrir le show UFC BJJ. J'arrive à l'open mat, le lendemain, il y avait Andy Varela, qui se trouve en fait être une star de Tennis Planet. Il est sous, je crois qu'il est sous Tennis Planet. Ouais. Et il y a aussi une chose qu'il faut expliquer, que tout le monde sait peut-être, mais c'est que Vegas, c'est la ville du siège de l'UFC. Et donc, j'ai eu l'occasion non seulement de voir Andy Varela et d'autres mecs du casting du UFC BJJ, mais dès la semaine suivante, j'ai évidemment pas tourné avec, mais j'ai eu la chance de passer l'open mat avec Merab, dont j'oublie le nom à chaque fois, le géorgien Merab Dvalishvili. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais qui tout le monde voit, je pense, physiquement. Donc ouais, Tennis Planet, très bonne expérience, des maîtres. Donc j'ai eu la chance de tourner sous Dustin Haraway et Chad Steele qui faisaient les cours matinaux. Si justement il y avait une chose à retenir pour toi au niveau technique pour ton Jiu-Jitsu de ce passage à Tennis Planet, ça serait quoi? Un concept, une technique? Eux, j'ai l'impression qu'ils poncent un peu plus les trucs, et on a passé un temps infini sur une technique que je n'avais jamais travaillée auparavant, la Tikimura. Et c'était passionnant parce que il n'y avait pas une journée où on travaillait pas la Tikimura, mais il n'y avait pas une journée qui ressemblait à la veille. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Et donc ça, c'est vraiment le hasard, hein. J'aurais pu arriver les semaines où on travaille la clé d'oreille, hein, j'en sais rien, tu vois. Deuxième truc que j'emmène de Tennis Planet, c'est que le cours ne contient pas de combat. Tu arrives, il n'y a pas d'échauffement déjà. Ah, tu t'échauffes en faisant du Jiu-Jitsu. On vient, Paul et moi, de deux clubs qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout des mêmes fibres et des mêmes héritages, ou en tout cas, de ce qu'on s'est dit, on a l'habitude de s'échauffer durement en début de chaque cours. C'est marrant que tu dis ça, juste petite parenthèse, j'ai vu dernièrement sur Instagram que mon coach actuel, Joao, et le tien, Beto, étaient ensemble avec le grand maître de la Riva, qui est venu, je pense, à Nantes, là, il y a quelques jours. Oui, le maître de la Riva est venu en Loire-Atlantique. Nos deux coachs étaient... voir tous ses héritiers. Ouais, nos deux coachs étaient ensemble, puisque Joao, mon coach, est monté je savais pour pas. Mais donc ton coach est un de la Riva? Non, lui, c'est Checkmat, mais je pense que c'est un mec qui a un bousillé de Jiu-Jitsu. L'école n'est pas de la Riva, mais lui, il est black belt sous... Non, lui, c'est Checkmat aussi. C'est juste que je pense que c'est un bousillé de Jiu-Jitsu. Il a vu qu'il y avait le maître de la Riva qui était à quelques heures de chez lui. Ben, il y est allé, tu vois, comme n'importe quel passionné de Jiu-Jitsu qui aimerait profiter de ce moment-là, quoi. Ils sont brésiliens les deux, et je les ai vus qu'ils s'étaient réunis les deux autour de ce passage-là trop cool. De la Riva. Ouais, moi j'ai pas. Du coup, c'était pendant que j'étais à. Je pense là, c'était il y a quelques jours. Attends, j'étais peut-être rentré, mais j'étais à Paris. Ouais. Donc très intéressant. Je sais plus pourquoi je te disais ça. On parlait de... Pas d'échauffement. Yes. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas d'échauffement. Parce que tu peux accéder, normalement, s'il n'y a pas de loupé, et ça peut arriver comme partout, tu peux accéder au tapis presque 1 heure avant ton cours. Tu es responsable de ton organisme et de ta santé et de ta condition physique. Donc c'est à toi de venir t'échauffer. Ouais, mais je trouve ça sain qu'on fasse naître dans l'esprit du combattant adulte le fait que c'est pas parce que ton maître il te dit allez maintenant vous faites 20 sprawls sautés que tu t'es échauffé qualitativement, tu vois. Donc dis-nous combien de temps t'es resté à Las Vegas? Alors un bon mois. Et combien de fois t'es allé à Tennis Planet? Une quinzaine de fois, un truc comme ça. Je pouvais pas y aller tous les jours. Il y a pas d'échauffement en début de cours, comme il y a pas de combat pendant le cours. Alors attention, bien comme il y a format le spécifique et tout. Par contre, à la fin de tous les cours, il y a 1 heure d'open mat. Ouais. Dernier point, c'est faites du no-gi. Non pas, alors il y a plein de vertus de complétion de votre jeu en gi, etc. Mais le no-gi vous fait oublier les grades. Surtout nos semblables ceintures blanches. Quand vous connaissez le grade de quelqu'un, vous êtes biaisé. N'hésitez pas à aller faire du no-gi en premier avant de découvrir les grades des mecs et de vous faire des avis et de penser « Oh là là, c'est un marron, il va me détruire ou quoi ». Allez vous foutre au sol avec des mecs en no-gi sans savoir ce qu'ils valent et découvrez leur jiu-jitsu en faisant du jiu-jitsu avec eux. Et surtout à l'open mat où je suis arrivé, où là vraiment il y avait des gens de partout. Parce que ce qui est cool à leur open mat, c'est que c'est open pour de vrai. C'est-à-dire que c'est pas que des mecs de Tennis Planet, tu vois. Ouais. Et j'ai tourné avec des gars, je suis incapable de te dire leur grade. Yes. Ben, toi qui as l'habitude d'aller à Las Vegas, il faudra que tu y ailles pour le Jiu-Jitsu Con.
Donc tu sais que là, à la fin du mois d'août, il y a ce qui s'appelle le Jiu-Jitsu Con, qui est le plus grand rassemblement de Jiu-Jitsu du monde. Donc il y a les World Masters, les championnats World Masters en même temps, des championnats novices, des championnats kids, et en même temps une espèce de parc des expositions qui doit être à taille américaine, où il y a des milliers d'exposants, de marques, de matériel, il y a des stages. Ça, c'est trop stylé. Ouais. C'est quand? C'est le 28 et 29 août. Du 28 au 30 août, quelque chose comme ça. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu y aller. Il y a des séminaires, il y a des championnats, c'est le plus grand événement, quoi, de Jiu-Jitsu du monde. Ça a l'air assez ouf. J'en connais qui y sont allés. J'en connais qui y vont, là, justement, pour les World Masters aussi, pour combattre. J'ai eu la chance d'aller à Tennis Planet à Las Vegas. En revenant, j'ai dû m'arrêter à Paris quelques jours. Et j'ai été, ça on pourra en parler, accueilli comme un roi par Julien Casier de Gracie Barra, Café Tao, qui m'a reçu à plusieurs reprises dans son club, de varier les espaces pédagogiques. Ça complète en fait ta compréhension de certaines choses. Et je trouve ça hyper sain. Ouais. Par contre, il vous faut bien une école de référence pour pouvoir développer justement votre fondamental. J'ai jamais entendu ce discours toxique de « ouais, mais moi je suis de tel club donc je vais pas tourner ailleurs ». Je sais que ça existe dans d'autres sports. Ça existe, hein. Juste pour que tu le saches, Basile, ça existe bel et bien dans le JJB aussi. Ouais, ça existe. Moi, je pense que ça peut être que stupide. Donc, voilà, si des gens vous tiennent ce genre de discours-là... Mais finalement, tu vois, c'est en dehors du JJB, c'est pareil pour les voyages et la vie. Je sais que moi, les voyages que j'ai faits m'ont amené une ouverture d'esprit, une compréhension du monde et même de moi-même, de ma propre culture, beaucoup plus importante, tu vois. Pour continuer nos aventures, nos voyages peut-être. Donc moi, parce qu'il n'y a pas que moi qui voyageais. Ouais. Il y en a un autre qui s'est baladé. Donc toi, t'es allé où, dis-nous? Je suis allé à Alicante, en Espagne, pendant une semaine pour co-animer un stage, donc qui a été pensé, imaginé, organisé par mon ami Julius de Purple Belt Kitchen, qui est le spécialiste de la nutrition dans le jiu-jitsu brésilien, qui est ceinture noire, qui est un gros sportif, et donc qui organise des stages à Alicante, des stages autour du JJB, de la nutrition et de la prépa mentale. Vraiment une expérience, tu vois, si on peut reprendre cette phrase un peu cliché, un esprit sain dans un corps sain. On se sert de cette passion qui nous anime, qui est le jiu-jitsu, et pour explorer, voilà, l'aspect du corps, l'aspect de l'esprit et l'aspect aussi technique. Donc, on a passé une semaine là-bas. Malheureusement, mes adducteurs m'ont pas permis de m'entraîner, de tourner. Voilà, j'essaye d'être intelligent. Les adducteurs, c'est un peu chiant. Ils sont engagés tu vois, un bras, tu peux facilement l'isoler, un poignet, un coude. Les adducteurs, ils sont au centre du corps, que ça soit le haut du corps, le bas du corps. Ils sont toujours engagés, donc un peu compliqué. Moi, j'y étais surtout pour animer des ateliers détente sur la préparation mentale. Après, donc voilà, on est allé dans plusieurs clubs. Nexus, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Darragh O'Connell, qui est un compétiteur de très très haut niveau en gi et no gi, qui est plus dans le circuit compétition, maintenant qui se dédie vraiment au coaching, et sa femme qui s'appelle Gabriela Fetcher, qui pareil est une compétitrice de très haut niveau. On est allé dans un club qui s'appelle AC Jiu-Jitsu, qui est affilié à Focus Jiu-Jitsu, un gros club du Portugal, où là il y a un sacré niveau aussi, et on est aussi allé tourner à Gracie Barra, à Alicante. Donc super expérience, beaucoup de frustration du fait de pas pouvoir tourner, mais j'ai passé beaucoup de temps du coup au bord du tatami à discuter, à observer, ce qui était chouette, ce qui était cool en soi. Ouais, super, encore une fois, super expérience de pouvoir goûter à d'autres pédagogies, à d'autres enseignements, à d'autres mentalités, à d'autres cadres géographiques et culturels. Je peux que recommander aussi de bouger et de voyager avec un kimono, de voyager avec un rash guard quand on part en vacances, et aller, si on a l'occasion, d'aller faire un petit entraînement dans l'académie la plus proche qu'on va trouver, quoi. Et il y avait quoi comme type de je sais pas comment, participants, voilà, chercher le mot. C'était plutôt dégradé, plutôt des blanches, plutôt très très équilibré, un niveau particulier ou pas? Assez Jiu-Jitsu. Je parle des gens qui participaient, hein. Ah, les participants du stage, on avait de la ceinture blanche à la ceinture noire. De la ceinture blanche à la ceinture noire, ouais, on avait ceinture blanche à la ceinture noire, donc super. Ça c'est excellent, parce que tu vois, chacun peut apporter un petit peu de son expérience, de son expertise, surtout ceux qui sont
dans le sport depuis plus longtemps. Donc ça, c'était cool. À AC Jiu-Jitsu, c'est un club très compétiteur. Donc là, les open mat, c'est sérieux, quoi. C'est sérieux. Tu y vas pour vraiment entraîner, aiguiser ton game. Nexus, moi, j'ai trouvé honnêtement la pédagogie d'Arag exceptionnelle. Pareil, tu fais du Jiu-Jitsu du début à la fin. T'arrives, tu fais du Jiu-Jitsu du début à la fin. Résistance progressive, thématique, spécifique, jusqu'à un petit peu de combat à thème et peut-être de randonnée à la fin. Il a une façon d'expliquer, d'amener les concepts et les techniques qui est vraiment, vraiment très, très pertinente. Donc les cours sont un peu en anglais, un peu en espagnol. Donc lui, il est anglophone. Ouais, forcément, il y a ce jeu-là. Il y a beaucoup d'espagnol, il parle espagnol aussi. Donc il alterne entre les deux. Et non, voilà. En plus, dans un cadre géographique qui est génial, c'est au bord de la Méditerranée, en Espagne. Il fait beau. À la fin de la journée, tu peux aller faire un petit plouf dans la mer, tu vois, pour te détendre. Donc, et puis relutter un petit peu sur le sable. Ouais, c'est ça. On n'a pas fait cette fois-ci de beach wrestling. Ça aurait pu, c'est clair, ça aurait pu. Je souligne ça pour avoir été dans tes baskets à un moment donné aussi, et je pense qu'on est très loin d'être les seuls, mais tu peux être fier, entre guillemets, tu peux être satisfait et te mettre une tape dans le dos d'avoir résisté à l'appel du tapis en fin de rémission. C'est le moment le plus dur, en fait. Quand tu es au début de ta rémission, déjà tu sais pas trop, tu étais un peu dans l'angoisse de voilà, ça va durer, ça va machin. Tu es un peu parano, donc tu mets tous les voyants sont au vert pour que tu t'économises, tu récupères tout. Mais quand à la fin, tu ronges ton frein, t'en as marre, t'as des fausses bonnes sensations. Attention aux fausses bonnes sensations, ok. Le cerveau est très fort pour nous fumer en fait quand on en a besoin. Tous les mecs qui ont été pétés, qui ont été blessés longtemps pour des trucs chiants à remettre comprennent, et tous ceux qui sont pas encore blessés ou qui s'ils viennent de se blesser n'ont pas encore atteint cette fin de rémission, ne massacrez pas votre patience au dernier moment parce que vous allez le payer mais tellement cher et vous allez tellement vous en vouloir. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Pareil, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, j'ai préféré être intelligent. J'ai un tout petit peu fait de technique par moment, mais voilà, je sens que les adducteurs sont non, mais pas quand je parle de ça, c'est d'aller faire le con, un vrai entraînement de jiu-jitsu. Donc je me concentre sur le renfort, sur les efforts. Ouais, mais encore une fois, très important, hein. Les efforts à faire chaque jour pour que ça rentre dans l'ordre. Prenez soin de vos adducteurs. Les adducteurs, c'est chiant. Franchement, c'est autant quand t'as mal à un coude, à un poignet. Tu peux, je pense, l'épargner, l'économiser un petit peu plus facilement. Les adducteurs, que ça soit au quotidien ou dans ton sport, en fait, tu te rends compte qu'ils sont tout le temps en tension, ils sont tout le temps engagés, ils sont au centre de ton corps, ils sont au centre de tout, quoi. Donc il faut vraiment les... Ouais. Et au jiu-jitsu, ils sont mis à rude épreuve. Ils sont mis à rude épreuve. Au jiu-jitsu. Donc là, t'es revenu plein de soleil. J'y repars du coup, puisque le prochain stage aura lieu du 22 au 27 septembre à Alicante. Encore jiu-jitsu. Prépa mentale, nutrition, tous ensemble avec un bon petit groupe, une bonne petite énergie là, menée par le bon Julius qui a une énergie extraordinaire et une expertise sur tout ce qui est nutrition, sport, performance, jiu-jitsu brésilien, vraiment vraiment solide. Donc ouais, super stage. Et tu disais que ça s'appelait Purple Belt Kitchen. Purple Belt Kitchen, puisque lui a créé, si tu veux, ce truc-là au moment où il était ceinture violette. Il était Purple Belt. Et donc, le nom de son projet, de sa vision, ouais, Purple Belt Kitchen. Maintenant, il est ceinture noire depuis au moins 4-5 ans, je crois. Voilà, hein, Julius, c'est ce qu'on appelle une machine de guerre, hein, communément. Et c'est quelqu'un aussi avec une super énergie, de super valeur. Donc, il mène ça très bien. Très chouette. Nice. En tout cas, pour parler de mecs qui ont des super valeurs et énergie, encore une fois, je ressouligne, mais comme tu l'as reçu récemment, ça boucle un petit peu. Mais Julien Casier, vraiment très belle découverte. Montrez pas de blanche, c'est ton devoir en fait. Quand tu rentres dans une académie qui est pas la tienne, c'est rassurer le plus possible sur le fait que tu vas pas être une ceinture blanche dangereuse, compliquée, problématique, et pour toi et pour les autres. Et puis le respect du dojo qui te reçoit. Il avait une telle sympathie pour mon maître et pour ce qu'on avait pu faire en amont que voilà, il m'a reçu vraiment de manière très fraternelle. Je me suis senti chez lui comme chez moi. Et le niveau des mecs est très cool. Et surtout la bienveillance. Et pareil, grosse
grosse qualité explicative. J'ai rarement été en face d'un mec qui développait un propos aussi saisissable, pédagogiquement parlant. Propos saisissable, c'est-à-dire, je pense qu'à peu près n'importe qui entend, tout le monde comprend. C'est un art, hein, c'est très, très difficile d'avoir un discours le plus universel possible. Après, quand tu fais du cas par cas, c'est beaucoup plus facile parce que tu vas t'adapter à l'individu. Mais quand tu fais un cours collectif, c'est pas évident de sortir des propos qui vont être interfacés facilement avec la compréhension de tous. C'est impossible que ce soit un sans faute, mais lui, il est impressionnant. Il a sorti son tableau blanc ou pas quand tu y étais? Toujours. Il a même pas sorti, gros, parce qu'il est attaché au mur, le tableau blanc. Par contre, il l'utilise pour de vrai, c'est pas un sketch. Il va te faire des ronds, des flèches, et c'est très logique, c'est très sensé, ce qu'il te montre. Et voilà, on travaillait avec lui, je me rappelle, c'était pas en hommage pour moi, mais ça tombait bien, on travaillait la De La Riva assez avancée, tu vois, sur des façons d'aller chercher des déséquilibres chez l'adversaire un peu garantis, c'est un grand mot, mais des trucs élémentaires à aller chercher avant de vouloir faire des trucs qu'on a vu sur Instagram. Tu vois, déjà, maîtrise ta De La Riva basique et va chercher des déséquilibres quasi garantis si tu sais les porter. On peut en parler au début du podcast, tu as mentionné Rickson Gracie. Ouais. Rickson Gracie, j'ai réécouté son deuxième livre, donc là il a sorti un deuxième livre en anglais qui s'appelle Comfort. On en a parlé déjà dans l'épisode précédent. Comfort in Darkness. Ouais. Ah, on en a déjà parlé. On se répète déjà au bout de 2 épisodes. Non, mais le livre, pour le coup, il en a pas sorti 200 non plus, mais Rickson Gracie pour resituer pour ceux qui nous entendent, c'est un des descendants des fondateurs du ce qu'on appelle le Gracie Jiu-Jitsu, donc qui est devenu le Brésilien Jiu-Jitsu sur la scène internationale grâce à l'UFC notamment. Et en fait, il a une particularité, Rickson, c'est que c'est depuis toujours, depuis jeune, on sait que c'est lui le vrai champion. On l'a même qualifié de samouraï de la famille Gracie. Alors, il faut quand même préciser, quand on parle de la famille Gracie, on parle quasiment d'une famille qui n'a que des champions. C'est pas des gens normaux et il y en a un qui se démerde. C'est, dis-toi, tu prends les mecs les plus chauds que tu connais dans le monde, c'est une famille, ils sont tous comme ça, mais il y en a un qui est un peu particulier par rapport aux autres parce que peut-être un peu de génétique, mais surtout voilà, là on peut rejoindre notre thème d'ouverture, une volonté et une philosophie interne martiale complètement au-dessus du reste en fait, avec une connexion sur à peu près tous les autres pans de sa vie. Énergétique, spirituel, social. Pour lui, le jiu-jitsu englobe tout, je pense. Et qui a un peu comme tous les Gracie, qui a commencé à tourner à 2 mois. Tu vois, donc, forcément, qui atteignent des grades que nul autre ne pourra jamais atteindre. Mais Rickson Gracie, il a une histoire intéressante pour une raison, c'est que les gens ont tendance à ne pas savoir ou à oublier que l'histoire du JJB est forcément liée à la famille Gracie, mais fortement lié, pour ne pas dire complètement confondu, avec l'histoire de l'UFC. Oui. L'origine de la médiatisation du MMA a été quasiment possible parce qu'une famille voulait prouver au monde que le jiu-jitsu était supérieur aux autres sports de combat et arts martiaux en vigueur à cette époque-là. Mais pour en revenir à notre gars, comme si c'était notre gars, on va en parler avec un peu plus de respect, pour en revenir au samouraï vivant qui est Rickson Gracie, tout était fait pour que ce soit lui qui incarne le JJB dans cet énorme championnat qui a choqué le monde et qui a révélé le jiu-jitsu au monde. Pourquoi ? Parce que Rickson, c'est l'athlète martial peut-être le plus abouti qui a vécu à cette époque-là. Mais il se trouve que la famille Gracie s'est fait une réflexion au moment de l'envoyer à l'UFC ou non. On va dire que ça marche parce que Rickson est trop fort. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Rickson Gracie, il était tellement fort, tellement complet, tellement athlétique, tellement évidemment le néo des arts martiaux qui allait tout gagner et tout prendre, qu'il aurait aspiré par sa propre l'aura du JJB. Et on aurait donc fait incarner un sport incroyable par quelqu'un de plus incroyable que le sport lui-même presque. Et donc, le public aurait vite fait de dire, en tout cas, c'est une supposition qui ne pourra jamais être prouvée maintenant, aurait vite fait de se dire, non, mais c'est pas le JJB qui marche, c'est Rickson Gracie qui marche, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? À tort ou à raison, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Le petit frère. Rickson Gracie. Et donc, quelqu'un qui est aussi très connu, qui s'appelle Royce Gracie, Royce comme dans Rolls-Royce, qui est le frère. Ouais, c'est le frère ou le cousin ? C'est le frère. C'est aussi un fils c'est le frère. Ouais. Si vous voyez qu'on galère sur comment t'appelles ça, la généalogie Gracie, allez la voir juste pour rigoler, vous comprendrez pourquoi on galère à ce point-là, vu le nombre d'enfants qu'ils ont eu, de fils particulièrement.
Et donc, ils ont envoyé Royce Gracie, qui était très loin d'avoir à rougir de quoi que ce soit d'un point de vue technique athlétique, mais qui était très loin d'être Rickson Gracie d'un point de vue puissance, performance et promesse de succès. Mais pour revenir du coup sur Rickson, Rickson, il a eu 2 gros coups durs dans sa vie, entre autres. Celui-ci, qui lui a volé un peu la vedette, parce que derrière, il a toujours été très connu, je pense, et toujours été considéré comme un dieu presque vivant dans le JJB, mais il n'a pas dépassé le JJB. Tu vois. Alors si, à une époque, dans le MMA, il était très, très actif, hein, mais nous, on arrive bien après. Tu vois, donc on n'est pas connecté à ces époques-là. Et la deuxième épreuve dont j'ai eu connaissance, qui est assez horrible, hein, c'est qu'il y a eu un champion, je ne sais pas si tu sais, alors je ne sais pas s'il était japonais, mais qu'on a appelé le Gracie Hunter ou le Gracie Killer, qui a vaincu 2 fois un Gracie en MMA, notamment Royce d'ailleurs. Et un jour, on a décidé, pour mettre un terme à cette légende qui commence à se construire, de lui envoyer Rickson Gracie en combat officiel. Et peu de temps avant le combat, Rickson Gracie a perdu un fils qui avait disparu, je crois, à New York, dans la ville de New York, et que Renzo Gracie cherchait un peu partout en essayant de comprendre ce qui se passait, et qui, je crois, a été retrouvé mort d'overdose. Ça a abîmé ou carrément supprimé une partie de la volonté de se battre de Rickson Gracie, qui très humblement a mis un terme en fait à... Il faut lire l'autobiographie de Rickson Gracie qui s'appelle Breath. Il faut la lire. Le premier livre donc de Rickson Gracie, c'est ça, qui est traduit en français, qui existe, que vous pouvez trouver en français. Et donc vous allez... Et elle est forward par... elle est préfacée par Jocko Willink. Jocko Willink, exactement. Il y a aussi, si ça vous intéresse, le podcast, mais du coup c'est en anglais, de Jocko Willink et Rickson Gracie, qui doit durer 3 heures. Et de Joe Rogan aussi. Ouais. Celui de Joe Rogan, mais je préfère celui de Jocko. Celui de Jocko, il dure 3 heures. Il y a une autre connexion. Il y a une autre connexion. Il y a quelque chose qui se passe. Je crois que c'est dans le podcast avec Jocko, il le dit justement, c'était la stratégie. On envoie Royce, qui est vachement plus petit, chétif, qui est moins reconnu. Ouais, qui a l'air random. Royce Gracie, c'est un mec, tu le croises dans la rue, Et s'il se fait battre, derrière on envoie Rickson. On envoie Rickson. Et ça a pas été nécessaire. Et en même temps, Rickson Gracie, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu à un moment donné opposé au jiu-jitsu sportif. Tu sais, quand l'IBJJF... Il continue, hein, d'ailleurs, qui est très actif dans le JJJ. Ouais, lui, ça n'allait pas dans le sens plutôt self-défense, martial, qu'il défendait. Et tu vois, il a jamais participé à ça. Il s'est toujours un petit peu opposé à, c'est vrai, t'as raison. Ce truc-là. Et donc, je trouve ça assez incroyable. Allez voir cette famille, elle est assez fascinante. Il y a beaucoup de gens qui leur reprochent d'être des businessmen avant d'être des passionnés. Et d'avoir, tu sais, ça, que le plus gros reproche qu'on fait à la famille Gracie, c'est d'avoir volé le jiu-jitsu. Tu connais cette théorie? Ouais. C'est que le jiu-jitsu n'a rien à voir avec la famille Gracie, a été volé par les fils de Gastao, qui est le premier Gracie connu, Gastao Gracie, qui est propriétaire de cirque, et qui un jour a fait venir des combattants un peu bêtes de foire dans son cirque, notamment un japonais, qui était un des maîtres du judo et du jiu-jitsu qui tournait. Le judo étant le jiu-jitsu, enfin, tu sais qu'il y a une... C'est la même chose, c'est juste le verbatim qui change. Ouais. Et dont les fils ont compris la portée et le succès potentiel. Ça, c'est une théorie, ce que je vous dis, les gars. N'allez pas isoler ce passage et dire... les mecs, moi, la famille Gracie, elle me fascine, et je trouve qu'elle compte des champions dans un trop grand volume pour être critiquée. C'est beaucoup trop élevé. Mais il y a ce sujet de... Est-ce qu'en fait, c'était pas un art ancestral qui était là depuis toujours, et qu'une famille a adapté à marketisé, moderne et marketisé surtout. Ouais. Tu vois, ça, c'est passionnant. C'est passionnant comme sujet. Il y a plein de polémiques, plein de mystiques, de paradoxes. Et la bonne polémique, c'est pas ça. La bonne polémique, c'est et s'il ne l'avait pas fait. C'est ça la bonne polémique. Ouais. Toi et moi qui savons quels sont les bénéfices du jiu-jitsu pour le monde, pour les hommes, pour les femmes, pour les êtres vivants, pour la société, pour les relations humaines, pour la sécurité, et s'il ne l'avait pas fait. En sachant qu'avec tout ce qu'on vient de vous dire sur l'UFC, sur l'essor du MMA, tout ce que ça a permis d'aller gagner comme millimètre année après année, imaginez que la famille Gracie n'ait jamais existé. Je dis pas qu'il n'y aurait pas de jiu-jitsu, mais ce serait pas la même chose. Peut-être que toi et moi, on ferait pas de jiu-jitsu, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est dur de quantifier. Déjà, je n'ai pas de position dans ce débat-là de est-ce qu'ils ont volé ou pas. Je m'en fous, littéralement. Ça, c'est un truc de gossipper. Mais au-delà de ça, même dans ce débat-là, il y a ce sujet de imagine le monde sans jiu-jitsu actuellement, tu vois. Ou que le jiu-jitsu soit resté un peu bloqué dans
dans l'univers japonais et asiatique et sans réussir à transpercer les frontières, tu vois. N'oublions pas, pour ceux qui ont fait leur devoir et qui sont allés creuser les origines et l'étymologie martiale du jiu-jitsu, que ça vient du judo. Le judo, enfin, il n'y en a pas un qui vient de l'autre. Tout ça vient de Jigoro Kano et ses prédécesseurs. Je sais pas, d'ailleurs, il y a le jujutsu, le judo, le jujitsu, le machin. En fait, tout ça, c'est l'art de combattre, d'abord par la projection, puis aussi par la soumission, puis que la... Enfin, tu vois, il y a cette espèce de... Où est-ce que ça se situe? En haut, au bas, au milieu? Ça va changer de nom, tu vois. Mais en fait, tout ça, si tu regardes t'as déjà vu des images du judo des années 50? Ouais, des Jigoro Kano, là, des écoles... Tu vois des triangles, tu vois des... Enfin, pas des kimura, mais des simili-kimura. Du newaza, en fait. Le jiu-jitsu brésilien, c'est ce qu'on appelle le newaza, donc c'est la partie sol du judo. C'est la partie, ouais, la partie sol du judo. Et tu vois, il est pas sorti encore ce podcast. Je vais teaser un petit peu du coup. J'ai enregistré un podcast avec un athlète, un judoka de haut niveau. On parle de plusieurs Jeux Olympiques et tout ça, qui est pas encore sorti. Garde le teaser. Il y en a un qui est sorti avec Axel Clerget, donc qui est le judoka français le plus chaud au sol et qui est connu pour ça, donc on en parle. Et là, il y en a un autre qui va sortir avec un judoka de haut niveau aussi, qui a plusieurs Jeux Olympiques et médailles olympiques, et dans lequel on parle du newaza et du fait qu'en fait, en France, le judo français a vachement écarté pendant très longtemps la partie sol newaza. Contrairement au judo japonais, où au Japon, ils continuent à apprendre à pratiquer le newaza. Et en fait, ces dernières années, les judokas français se sont rendus compte qu'en compétition internationale, ils perdaient souvent au sol, du coup. Donc ils sont mis au jiu-jitsu. Ouais, on a une résurgence de ces judokas de haut niveau français qui, une fois par semaine, voire plus, vraiment font des entraînements de jiu-jitsu brésilien avec des profs, des maîtres de jiu-jitsu brésilien pour travailler leur sol de façon spécifique au judo et aux règles du judo, tu vois. Mais en tout cas, apparemment, au Japon, ça a toujours été très important ce truc de s'entraîner, de continuer à s'entraîner au newaza et pas que au tashiwaza qui est la partie debout la plus connue du judo, quoi. Le judo, c'est maintenant que je fais du jiu-jitsu et maintenant que qu'est-ce que je regrette d'avoir arrêté. Pareil, en fait, moi, le judo, c'est le premier sport que j'ai fait, tout petit, et j'en ai fait, je pense, pendant 3-4 ans, jusqu'à la ceinture jaune-orange, il me semble. Ouais, mais en fait, je pense comme beaucoup de petits garçons français, particulièrement ceux qui remuaient un petit peu à la maison, peut-être, et les parents se sont dit, hop, on les envoie au judo, ça va les dépenser. T'as toute une école, tu sais, t'as les valeurs qui sont affichées. Je me souviens que t'as un cahier sur lequel tu dois... On devait mettre les autocollants. T'as vu ça, toi, c'est toi? Oui. Ouais. Mais mettez vos gamins au judo, au jiu-jitsu, putain, s'il vous plaît. Quand je vais au cours des enfants, je kiffe, mec, les voir. Ils font des trucs que nous, on n'osera jamais essayer. La lutte tellement aussi malléable pédagogiquement. La saison la dernière, donc qui se termine, j'ai eu l'opportunité d'accompagner une lutteuse compétitrice, donc je suis allé à pas mal d'entraînements et de compétitions de lutte. Et j'ai halluciné devant les enfants. Là, les 5-10 ans qui font de la lutte, la façon dont ils bougent, ils se déplacent, ils luttent. Je me suis dit, mais ça, pour les enfants, c'est un sport de ouf aussi. Ça t'apprend, la coordination, la mobilité. Je crois que c'est les sports où c'est les plus explosifs. Ouais, ils font à chaque fois, j'étais impressionné devant les petits et les petites qui faisaient de la lutte. Je me dis, ouais, c'est vraiment un bon sport quand t'es petit, ça aussi. Il y a un YouTuber que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui a pris la peine de nous faire, enfin, de me faire en privé, mais je te l'ai partagé un super retour sur notre premier épisode, donc ça s'appelle Paolo. Paolo Z, c'est son petit nom sur YouTube, que vous voyez pour la plupart, vous connaissez de vue, mais qui s'est vachement orienté depuis quelques temps sur les sports de combat et qui va apprendre les sports de combat dans les pays traditionnels d'origine. Donc, il a été apprendre la boxe thaï en camp d'entraînement plusieurs fois en Thaïlande et pas les camps d'entraînement pour touristes vagabonds. Il a été apprendre la lutte au Daghestan, entre autres dans l'école de Khabib. Il vient de rentrer, ou il est en train de rentrer du Mexique, où il apprend la boxe l'anglaise, pour le coup, pas en Angleterre, mais au Mexique. C'est un mec qui est d'une humilité intellectuelle que j'ai rarement rencontré chez les créateurs. Et je crois qu'il n'a pas eu une très grosse affinité avec le sol.
pour l'instant, il a pas. Je crois qu'il a déjà essayé le jiu-jitsu, mais il n'a pas fait cette expérience d'aller apprendre le jiu-jitsu au Brésil. C'est tout ce que je lui souhaite d'ailleurs. Paolo, c'est ton prochain voyage, ça. Obligé, c'est ton prochain voyage, Paolo. Maintenant, ça y est. Ah ouais, de ouf. Faut y aller. Brésil, jiu-jitsu. Je crois que le sport où il en a le plus chié d'un point de vue entraînement et décalage avec ceux qui font juste ça tous les jours, c'est la lutte. Quand tu le vois la lutte en train de lutter avec des mecs, des Mmh. Dagestanais, mais qui sont pas des... Il y a des Olympiques, hein, mais qui sont pas des champions olympiques, mais qui sont juste des jeunes Dagestanais à qui on fait faire du sport de combat depuis qu'ils sont nés. Tu te rends bien compte qu'il y a un gap qui est monumental et que cette condition, cette caisse physique, tu la développes pas parce que tu as décidé, tu la développes parce que ça fait 20 ans que tu fais ça, tu vois. Mais ouais, donc tu disais, t'accompagnais cet athlète? Oui. Du coup, et voilà, je pensais parce que j'ai fait beaucoup d'entraînements, j'ai assisté à beaucoup d'entraînements de lutte et beaucoup de compétitions de lutte et je voyais à quel point, voilà, en termes de mobilité, de coordination, de développement, de qualité physique, sportive et mentale, parce que la lutte est hyper dure, c'était hyper intéressant pour les enfants. Et ça fait partie de mes objectifs pour la saison prochaine, au moment où je vais reprendre le sport et le jiu-jitsu, de travailler ma lutte. Ouais, ça fait partie de mes objectifs, de mes envies, tu vois, de ce qui me motive voilà, ce qui me motive en ce moment. Donc voilà. Hyper intéressant. Ouais. Moi, on m'a toujours encouragé à travailler, à aller chercher un peu d'expérience en lutte, parce que je sais certainement à cause de ce fameux passif un peu oublié, mais qui est quand même là de judo, j'ai un debout très qualitatif. Le problème, c'est que quand tu dis aux gens, tu as un debout très qualitatif, ils pensent que toi, tu mets au sol très facilement les autres. Non, je mets pas plus facilement les gens au sol qu'ils ne me mettent au sol, quoique si, on me met difficilement au sol, mais c'est surtout que debout, je suis bien. Debout, je suis dans ma zone, tu vois. Alors c'est un peu con quand tu fais du jiu-jitsu, mais c'est debout, je suis dans ma zone et tu le vois bien parce que ça finit toujours par le mec il s'assoit parce que vraiment en fait Ben en nogi, en grappling, la lutte c'est devenu un élément capital. Capital. Ouais, les mecs sont, je crois, sont de très bons lutteurs, travaillent sérieusement leur lutte. On voulait passer un petit message aussi, peut-être pour conclure, Basile. Parce que, et j'en parlais d'ailleurs dans un réel sur Instagram il y a pas longtemps, l'entraînement du jiu-jitsu brésilien peut être, surtout au début je pense, particulièrement frustrant. Tu peux ressortir, moi j'ai fait beaucoup de sports différents, beaucoup de disciplines, beaucoup de compétitions. L'entraînement du jiu-jitsu brésilien, tu peux ressortir en disant putain, je suis nul, je sais rien faire. Tu vois, ça peut venir impacter, je pense même un petit peu parfois la confiance en soi, l'ego, l'orgueil, tu vois. Enfin, ça peut générer pas mal de frustration, d'émotions qui peuvent être assez désagréables. Et ça demande de passer outre ça parce que c'est pas non plus ça qui te définit entièrement en tant que personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le point qu'on essaye de soulever, c'est de toute façon, c'est inévitable ce que tu viens d'expliquer là. C'est-à-dire qu'à moins d'être né black belt de jiu-jitsu, ce qui je crois est arrivé à personne pour l'instant, même pas au Gracie, tu vas arriver à ton... Alors, plus t'es adulte, plus t'as de bouteilles, plus t'as d'expérience, plus le choc est grand quand t'arrives à ton premier entraînement de jiu-jitsu. Pourquoi ? Parce que tu existes déjà dans le monde extérieur, tu as déjà des accomplissements, tu as déjà une confiance en certains de tes acquis, certaines de tes performances. T'as un jeu, en fait, en dehors du jiu-jitsu, un jeu dans la vie. Et là, tu arrives sur un tapis de jiu-jitsu et on te remet juste à l'heure de au sol, tu sers à rien. Voilà. Au sol, un môme de 15 ans qui fait du jiu-jitsu depuis 5 ans, comme on le disait dans le premier épisode, il fait des origamis avec ton corps sans aucun problème. Il y a des gens qui oublient, quand ils arrivent sur un tapis de jiu-jitsu, ou souvent c'est des gens qui sont dans des clubs où il y a des gens assez, je dis méchants, mais c'est pas négatif, d'un point de vue de niveau, qui ont un niveau très développé, ils oublient qui ils sont en fait. Tout ce qui n'est pas une énorme sous-merde de débutants inexpérimentés de jiu-jitsu dans leur vie, ça disparaît. Ils ont élevé 3 enfants, dont un handicapé qui leur a demandé des années de sacrifice. Ils ont des médailles, pas de sport, mais de vie. Ils ont accompli des choses incroyables. Ils se sont battus, ils se sont sacrifiés. Ils ont vécu des drames et des épreuves que pas un seul des gars qui sont dans la salle sont capables d'endurer à moitié. Et sous prétexte que maintenant ils ont une ceinture blanche et qu'ils arrivent sur un tapis, ils oublient tout ça. Ne renoncez pas à qui vous êtes sous prétexte qu'on vous a mis une ceinture blanche et que maintenant vous repartez de zéro. Au contraire, aidez-vous de ce que vous êtes pour pas perdre le moins de temps possible. Vous avez besoin de passer ce temps-là dans les premières marches. Mais ne les subissez pas inutilement plus que nécessaire sous prétexte que vous êtes débutant.
C'est marrant ce que tu dis. Franchement, et je me suis le jeu de l'entrepreneuriat et le jeu du jiu-jitsu brésilien, finalement, je m'y suis mis au même moment dans ma vie. J'ai décidé de jouer à ces deux jeux. Et franchement, c'est les deux jeux les plus difficiles et les plus complexes auxquels j'ai jamais joué. Et pourtant, je prends un plaisir de dingue à jouer à ces jeux-là. Et j'ai l'impression que un truc qui m'aide, un concept qui m'aide autant dans l'un que dans l'autre, c'est malgré les galères et les difficultés que représentent ces jeux-là, c'est d'alimenter au fond de moi une espèce d'optimisme irréaliste, complètement délusoire, mais de toute façon, je vais aller au bout du jeu, c'est sûr. C'est sûr. Il y a aucun moyen que j'arrête, il y a aucun moyen que ça marche pas. Maintenant je suis dans le jeu et tu vois, peu importe les galères, les difficultés, au fond de moi, j'ai l'impression d'avoir ça, j'y réfléchissais il y a pas longtemps en marchant, sans avoir jamais mis un mot dessus ou l'avoir conscientisé. Une espèce d'optimisme irréaliste. Parce que j'ai l'impression que de toute façon, si t'es réaliste dans ces jeux-là, tu te dis non mais attends, en fait le truc est tellement énorme que c'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, le jiu-jitsu, il te sert à t'impacter toi, pour que tu puisses impacter indirectement le monde positivement. L'entrepreneuriat, il sert à impacter le monde positivement pour que tu puisses être impacté positivement toi par moi. Je le vois un peu comme ça, tu vois. Il y a un mec que je vous invite, alors là, ça va pas du tout parler à ta cible, mais ça parlera beaucoup plus à la cible entrepreneur. C'est un mec que j'adore et qui s'appelle Théo Lyon, qui est le fondateur et boss de l'agence Kudak, qui est un entrepreneur très connu en France et qui a un podcast qui s'appelle Road to Scale, qui est incroyable, qui philosophe beaucoup sur l'entrepreneuriat, qui est pas un sportif de combat, mais il a fait du sport. Je le vois courir. Un gros coureur, gros drogué de run, et très humble, très intelligent. Et il dit, voilà, l'entrepreneuriat, ça sert à se scaler soi-même. Ça sert à rien, l'entrepreneuriat. J'adore, il dit ça, se scaler soi-même pour scaler sa boîte pour se scaler soi-même. D'ailleurs, à propos de ça, parce que les gens savent, parce que tu le souffles, à mon sens, un peu timidement, régulièrement dans tes épisodes, mais t'es entrepreneur, toi, Paul. Toi, tu vis de ton activité. J'essaye. Moi, je pense que ton audience, elle comprend les grandes lignes, mais je pense qu'elle sait pas ce que tu fais exactement. Je pense qu'elle comprend pas la valeur que tu apportes. Je parle pas du podcast, je parle vraiment de ce que tu fais comme business. Aujourd'hui, c'est quoi le gros de ton activité et c'est quoi que tu aimerais développer sur la deuxième partie 2025 et juste d'ici 2026? Aujourd'hui, la majeure partie de mon activité, elle s'adresse aux sportifs et notamment aux pratiquants de jiu-jitsu brésilien. C'est des accompagnements en préparation mentale sur mesure, notamment pour des compétiteurs, des compétitrices de jiu-jitsu brésilien, mais pas que. Pour vraiment optimiser leur performance, leur bien-être, comme j'aime le dire, faire de leur mental un allié, être capable de montrer ce qu'ils valent vraiment dans les moments où ça compte vraiment. Il y a aussi une partie stage, atelier, à destination des clubs, où j'interviens dans les clubs, pour animer des stages, des ateliers sur la préparation mentale. Aujourd'hui, j'aimerais bien développer cette vision vers le monde de l'entreprise aussi. Parce qu'en fait, être un sportif, être un entrepreneur, il y a une dimension où voilà, la performance, elle est capitale. La performance est indissociable de ton bien-être. Donc bien-être, performance, c'est des choses qui sont à travailler. Et j'ai l'impression que dans le monde de l'entreprise, de plus en plus, ce discours commence à émerger de ah ouais, en effet, le bien-être de l'entrepreneur ou des équipes est hyper important pour leur performance. Il faut qu'on développe quelque chose autour de la gestion du stress, de la gestion des émotions, de la concentration. Et je le sais parce que tous les sportifs que j'ai accompagnés ont pu me dire à quel point le travail qu'on a fait avec le fil rouge du jiu-jitsu brésilien ou du sport, de la compétition, a pu les aider dans leur vie professionnelle. Certains en tant qu'entrepreneurs, certains en tant que salariés. Et même dans leur vie personnelle. Et il y a pas longtemps, il y a un gars que j'ai accompagné qui s'appelle Sylvain, je le salue, qui m'a dit « Paul, au travail, en fait, ils ont halluciné. Ils m'ont même posé des questions. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'es beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et donc, il leur a dit, il y a un gars qui s'appelle Paul, qui est préparateur mental, j'ai travaillé avec lui,
J'ai mis en place des choses sur ma préparation mentale, sur développement de compétences, de qualité mentale, de gestion du stress, de gestion des émotions. Et la directrice des ressources humaines m'a appelé. En me disant, ouais, je vous appelle parce que voilà, Sylvain m'a parlé de vous, de votre travail. Enfin, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Est-ce que vous seriez d'accord pour animer un atelier ou des ateliers auprès de nos équipes et leur transmettre certaines des clés que vous avez pu travailler avec Sylvain? Donc, c'est ouf là, c'est ouf ce que tu me racontes. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Mec. Donc j'espère que ça va se faire cet atelier, on verra, on est en train de mettre quelque chose en place. Mais il n'y a pas de espérer gros, il faut que ça se fasse quoi qu'il arrive. Et je sais aussi qu'il y a pas longtemps, en animant un atelier dans un club, un des gars est venu me voir, lui est manager dans une équipe et m'a dit « Attends, cet atelier était juste ouf, il faut que tu fasses ça pour mes équipes, il faut que tu leur proposes un truc comme ça, c'est des équipes pertinent. De quoi là, en l'occurrence, c'est de la vente dans, je vais pas dire le nom, mais dans un magasin de vêtements. C'est tout récent, ça, on est d'accord? Ouais, c'est tout récent. En fait, je l'ai en tête depuis un moment sans, tu vois, moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là, j'ai pas de réseau, de contact, mais voilà, j'essaye enfin, dernièrement, ce que j'ai fait, et du coup, je vais le faire avec le podcast d'un coup, j'ai enregistré une vidéo sur mon téléphone, je me filme et je dis bonjour. Si tu reçois cette vidéo, c'est que t'es dans mes contacts. Mais je l'ai reçu, bien sûr. Normalement, tu l'as reçu. Explique, oui. Donc je me filme et je dis bonjour. Si tu reçois cette vidéo, c'est que normalement, t'es dans mes contacts, on se connaît, peut-être t'es de ma famille, peut-être t'es un ami, peut-être qu'on s'est parlé une fois. Peut-être que tu le sais, il y a maintenant 3-4 ans, j'ai lancé mon projet dans la préparation mentale du sportif. Aujourd'hui, j'aimerais proposer mes services à des entreprises. Peut-être que toi, tu as une entreprise, tu fais partie d'une entreprise, tu as un contact. Eh bien, voilà, je te propose d'en discuter, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour parler de préparation mentale, de gestion du stress, de gestion des émotions. Et j'ai reçu quelques réponses, soit de gens qui m'ont donné un contact, soit de gens qui m'ont dit « T'as des balls, mec, t'as des balls de faire ça. » Déjà, excellente initiative. Hein. Si tous mes clients faisaient ça, je peux te dire qu'ils auraient plus de problème de pipe, c'est-à-dire de demande entrante, tu vois. T'as un marché monumental, en fait. Rien que si on isole la niche commerciale à performance, donc commerciale à performance, c'est-à-dire des commerciaux qui ont besoin d'être performants dans leurs chiffres pour gagner leur vie correctement et faire marcher leur boîte. Il y a des commerciaux qui ne travaillent qu'au fixe. T'arriveras jamais à accompagner ne serait-ce que 5% de tout le parc, même si tu fais ça toute ta vie, tu vois. On va en parler, mon gars. On va voir des axes parce que alors je te dis pas, oublie tout le reste, laisse tomber le jiu-jitsu, va coacher des sales pour qu'ils soient préparés mentalement. Mais si ça peut mettre du beurre dans les épinards, te dégager du temps pour faire autre chose et devenir une ligne de revenus qui te permet de déployer peu importe quelle autre initiative, projet, ça peut être ouf, hein. Et même sans parler de logique, si je le fais et je décide d'aller là-dedans, c'est parce que vraiment ça m'inspire et ça me fait quelque chose à l'intérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je reste, et les gens peuvent le voir, sur le jiu-jitsu brésilien, et que sur le jiu-jitsu brésilien, sur la partie sportive. Parce qu'on m'a dit... Tu vas pas coacher des champions équestres ou... On m'a dit, ouais, tu devrais t'étendre, ça marcherait mieux, machin, truc. Ouais, mais dans ce cas-là, je me fixe sur la niche des golfeurs. Mais sauf que ça m'inspire pas, ça m'anime pas, et donc j'ai pas du tout la même énergie à créer des contenus. Et là, je sens que avec ce qui s'est passé, je l'ai dit avec Sylvain, avec voilà les voix qui s'élèvent de attends, mais il faut que tu proposes ça à mes équipes, etc. Mais il y a quelque chose qui commence à m'animer. J'ai envie de. Donc voilà, si vous avez une entreprise, on peut en discuter. C'est en projet, ça se développe. Et pour revenir sur le tout début de notre discussion. Et peut-être on peut finir là-dessus aussi, sur cette note-là. C'est peut-être une note naïve, peut-être je fais juste preuve d'une naïveté enfantine. Mais je crois vraiment que quand tu te lances dans un jeu difficile que peut être l'entrepreneuriat, le jiu-jitsu brésilien, où moi j'ai vraiment eu beaucoup de galères dans les deux, et alimenter une sorte d'optimisme irréaliste, complètement délusionnel, ça aide. En tout cas, moi ça m'aide et je vais continuer à l'alimenter, à m'en servir. Ce truc-là, combiné à une discipline sans faille et un goût de l'effort extrême comme j'ai, c'est une recette, moi, qui m'aide à être là tous les jours et à continuer à faire ce que je fais. En tout cas, Paul, je suis content que tu m'aies donné cette nouvelle info là sur... parce que c'est ouf, mec, ça ouvre un champ des possibles qui n'était pas là avant. En tout cas, sacrifice,
effort, Ouais. foi. On a 3 éléments là qui ont émané de ce podcast. Le triangle de Gracie. Le triangle qui est intéressant, je pense, pour naviguer un petit peu dans le chaos du jiu-jitsu, de la vie, de l'entrepreneuriat. On vous laisse méditer là-dessus. Dites-nous ce que ça vous évoque. Faites-nous des retours. N'hésitez pas à nous dire, hein, s'il y a trop de philo, on en enlèvera un petit peu. Ouais. Et Basile, merci beaucoup. Merci pour cet épisode. Écoute, avec plaisir. Je sais pas dans quel contrée exotique on sera allé d'ici le prochain épisode, mais on aura plein de trucs à vous raconter, c'est sûr. On se refait ça bientôt. Merci à tous d'avoir écouté, d'avoir suivi l'épisode. Et on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de Page Blanche. Force à tout le monde. Os.